Mardi 31 mai 2022, Patrick Veil, politologue, directeur de recherche au CNRS et auteur connu pour ses ouvrages tels que De la laïcité en France ou encore Qu'est-ce qu'un Français, était à la librairie Ombre Blanche autour de la présentation de son nouveau livre Le président est-il devenu fou ? Le diplomate, le psychanalyste et le chef d'État, paru aux éditions Grasset, traduit de l'anglais par Lionel Le Forestier. Portrait par Sigmund Freud et le diplomate William Bullitt de Woodrow Wilson, président des États-Unis de 1913 à 1921. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir Patrick Veil, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Ombre Blanche autour de votre dernier ouvrage paru chez Grasset, Le président est-il devenu fou ? Avec quand même un sous-titre important, Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l'État. Donc, je dois dire que, vous d'abord, pour vous présenter, peut-être vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence dans les domaines de la laïcité et de l'immigration. Je voudrais citer La France et ses étrangers chez Kalman-Lévy, qui était paru en 1991, et chez Grasset, Qu'est-ce qu'un Français, paru en 2002, Le sens de la République en 2015 et De la laïcité en France en 2021. Mais ce soir, si je puis dire, nous allons totalement changer de genre, en quelque sorte, parce que nous allons évoquer un ouvrage qui, moi, personnellement, m'a, je dirais, subjugué quelque part, intéressé, un ouvrage qui est... Je dois le dire, et il faut en profiter parce qu'on est dans une librairie quand même, qui est très bien écrit, qui se lit de façon qui se lit très bien, ça coule, et c'est chargé, si je puis dire, comme on dit, c'est chargé d'histoire. C'est le cas de le dire, puisqu'il y est question de trois personnages, on y reviendra à travers cette rencontre, puisque je vais commencer par... c'est un livre-monde, quelque part. C'est un livre c'est un livre sur le livre, en quelque sorte. Ce livre qui paraît en 1966, donc paraît un portrait psychologique du président Wilson, président des États-Unis. Ce livre, je me souviens, avait été édité en 1918. À cette époque-là, on crie au faux et on doute de la participation de Freud. Le manuscrit, lui, date de 1932. On va y revenir. Le texte avait subi de multiples amputations et corrections. 300 environ, en avez-vous compté, Patrick ? Et il met en scène deux personnages importants sur lesquels on va revenir. Bullitt, un diplomate américain, et un nommé Sigmund Freud, bien connu de pas mal de gens. Et vous, Patrick, vous avez retrouvé l'original, d'une part. Et on rentre là dans une histoire tout à fait étonnante, celle d'une part du président Wilson, qui va saboter la ratification du traité de Versailles. Comment un chef d'État peut-il détruire ce pourquoi il s'est battu ? On va y revenir. Et puis Bullitt et Freud vont se rencontrer et vont discuter de Wilson et vont décider, je dirais, d'écrire une histoire. Et on découvre une autre réalité parce qu'à partir de là, on va rencontrer un autre personnage, le dénommé Bullitt, diplomate très important dans l'histoire, de 1919 d'ailleurs jusqu'à sa mort environ. Personnage qui au départ était un journaliste et qui va devenir diplomate important, on y reviendra, témoin privilégié donc d'une époque, l'entre-deux-guerres d'une part, et la première partie, puisqu'il va décéder, je crois, en 1967, et donc témoin privilégié de la première partie
du XXe siècle. Et ce livre est une façon, d'une part, de réenvisager l'époque. Il pose la question de la façon dont on peut interpréter l'histoire parfois et l'écrire. Et pour entamer peut-être cette conversation, Patrick, et pour que vous développiez davantage, parce que ça se lit comme à la fois comme une enquête. Il y a plusieurs façons de lire cet ouvrage, et j'invite justement les lecteurs à le faire ainsi. Je dirais comment s'est passée cette découverte du manuscrit original, comment un peu est-ce que vous avez travaillé. Merci d'être avec nous ce soir, Patrick. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu. Alors, l'histoire est assez, comme vous le dites, c'était pas du tout mon sujet. Bon, moi, j'avais lu comme étudiant la version 10-18, où il y avait le portrait de Freud et celui de Wilson. Et puis, je me suis dit, c'est pas mal, parce couverture bleue. C'est rare. Vous savez, nous tous, on fait des commentaires sur la psychologie de nos dirigeants. On dit, celui, il est comme ci, le président est comme ça. Mais que ce soit Freud qui se lance dans une enquête sur un grand dirigeant qui a eu un tel impact dans notre histoire, bah, c'était pas mal. C'était un peu lourd, c'était un peu répétitif, mais j'avais trouvé ça quand même très intéressant. Et puis voilà. Et puis, j'enseigne à l'université à la fac de droit de Yale depuis 2008. Et juste avant de reprendre les cours en 2014, je suis à New York, dans une librairie de livres d'occasion. Je tombe sur le bouquin en anglais. Oh, $6, je l'achète, je rentre chez moi. Et là, je vois, j'avais oublié, il y avait le colonel House, qui était le principal conseiller de Wilson. Et il se trouve que le colonel House, qui était son conseiller quand il est venu à Paris négocier le traité de Versailles, était devenu très ami de Clémenceau. Et donc, j'avais trouvé qu'il y avait une correspondance entre beaucoup de lettres de Clémenceau dans les archives de House qui étaient à Yale. Je dis, tiens, et j'ai sorti il y a 2 ans un livre qui s'appelle Lettres d'Amérique, parce que Clémenceau, en fait, faisait des articles quand il était quasi étudiant, entre 25 et 30 ans. Il était correspondant du journal Le Temps et ça n'avait jamais... Donc, je préparais cette préface. Je me dis, peut-être qu'il y a des correspondances entre Bullitt et House. Je tape le nom de Bullitt sur le moteur de recherche de Yale. Et là, je découvre que toutes les archives de ce fameux Bullitt sont à Yale. Et je vois tout de suite qu'il y a plusieurs cartons avec le manuscrit Freud. Alors, tout de suite, je les commande. Je trouve des choses. Je vais vous faire déjà circuler, par exemple, je vais vous montrer des choses que je trouve sur le manuscrit. Vous allez voir, si vous voulez, oui, vous allez voir taper à la machine des trucs que fait Bullitt et puis Freud qui rajoute à la main des trucs, etc. Donc, ça, c'est quand même déjà assez impressionnant. Je me lance là-dedans et quelques semaines plus tard, je tombe sur le manuscrit original. Alors, le manuscrit original, je vais vous faire passer une 3e feuille. Il a cette particularité qu'à la fin de chacun des 39 chapitres, il est signé les 2 auteurs, Bullitt et Freud, à la fin de chaque chapitre. Ça, c'est le dernier chapitre, et tout ce dernier chapitre a sauté. Alors, du coup, je le photographie, évidemment, immédiatement, je l'imprime, j'ai le bouquin publié, chez moi, je compare, et je vois 300 suppressions, corrections, etc. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, j'aurais pu faire un petit scoop, vous voyez, dire, voilà, j'ai trouvé un manuscrit de Sigmund Freud, le rendre public, et puis c'était fini. J'ai dit, non, ça mérite autre chose. Ça mérite quoi? Comment on fait? Alors je me dis, bon, quand on lit le bouquin, les 2 tiers du bouquin, c'est sur la négociation du traité de Versailles. Moi, le traité de Versailles, j'y connais rien à ce moment-là. Enfin, je connais ce que vous connaissez, ce que nous, on connaît, qu'on a appris, et vous allez voir, on a appris plein de conneries. Bon. Et alors, donc, j'y connais rien. Bon, mais je dis, il faut que je refasse tout, quoi. Je ne peux pas écrire sur ça si je vois pas s'ils ont pas travaillé sérieusement. Faut que je comprenne comment ils ont travaillé pour écrire l'original. Comment ils ont fait pour l'écrire l'original. Et après, comment expliquer que Bullitt, 30 ans plus tard, fait toutes ces suppressions, ces corrections, avant de le publier. Et bien, en fait, ça ne passe que qu'en faisant une sorte
Le fil directeur, c'est Bullitt, parce que c'est lui qui a l'idée d'écrire de faire, voilà. Donc, c'est un peu une biographie de Bullitt au départ. Et alors, Bullitt, il est quand même très intéressant pour nous, parce que, en fait, c'est un nom français originellement. C'est Boulet. C'est un protestant français, dont la famille est partie de Nîmes. C'est des Huguenots. C'est des Huguenots. Il est français par sa mère, par son père, Boulet transformé en Bullitt, et par sa mère, il est allemand. Donc, il parlait français et allemand. Et alors, une histoire incroyable, c'est que sa grand-mère, quand elle perd son mari, elle avait 4 filles. Elle avait la mère de Bullitt qui était mariée avec un notable de Philadelphie, Bullitt. Donc, elle reste à Philadelphie avec son mari. Mais la grand-mère, elle en avait marre de l'Amérique. Elle vient s'installer à Paris. Et elle emmène ses 3 autres filles. Et l'une se marie à Londres, et l'autre se marie à Rome, et la troisième à Berlin. Donc, tous les étés, avec sa mère qui voulait voir ses sœurs et sa propre mère, donc il prenait le bateau et il venait passer les étés en Europe. Donc il a tout de suite une éducation cosmopolite, il parle parfaitement le français et l'allemand, donc ça c'est déjà quelque chose de très original. Bon, et il devient journaliste, il s'engage... après, il rejoint le State Department parce qu'il parle allemand, il suit les affaires, la presse et la politique des empires allemands et autrichiens pendant la guerre. Et il vient à Paris avec Wilson sur le bateau, quand Wilson vient s'installer pendant 6 mois à Paris, il vient vivre à Paris entre le 13 décembre 1918 et le 27 juin 1919, il vit 6 mois à Paris. Et alors, il y a la première chose que moi je découvre 2 choses, je vais vous les dire parce que ça m'a quand même assez bouleversé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du traité des garanties? Moi, je n'avais jamais entendu parler. Accroché au le traité de Versailles, ça crée la SDN, qui est un peu l'ONU avant la lettre. Mais il y avait aussi l'OTAN avant la lettre. C'est-à-dire qu'il y avait un traité militaire qui avait été signé sur la proposition de Lloyd George et de Wilson à Clemenceau, un traité d'assistance militaire à la France en cas d'agression allemande. Les Américains et les Anglais s'engageaient à venir nous défendre, et c'est pour ça que Clemenceau signe le traité de Versailles, c'est parce qu'il y a le traité d'assistance militaire. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'apprends, c'est que ce n'est pas les républicains qui empêchent Wilson de faire... C'est Wilson qui donne l'ordre de voter contre la ratification du traité de Versailles, après l'avoir... Et pourquoi il donne cet ordre? Parce que les républicains avaient juste dit, bon, le traité avec la France, ça va. C'est les alliés, on est prêt à immédiatement aller à la guerre s'ils sont attaqués. Mais si, et c'est vraiment c'est comme si ça parlait de la situation d'aujourd'hui, si les bolcheviks envahissent la Pologne, on doit pouvoir décider si on y va ou pas. Comme le prévoit la Constitution américaine, il faut l'autorisation. Et Wilson dit oui, bien sûr, mais je ne veux pas que ce soit mentionné dans le traité, dans le clause d'interprétation. C'est bien sûr ce qu'on fera, mais je ne veux pas que ce soit mentionné. Et donc, comme les républicains disent, nous, on voudrait que ce soit mentionné, parce qu'on n'a pas envie d'aller à la guerre tout le temps, et il donne l'ordre de faire voter contre. Donc il fait tout sauter, le traité de Versailles mettait les États-Unis au centre de la régulation et de la sécurité mondiale. Et tout d'un coup, il poignarde son propre travail. Et c'est à ce moment-là que Herbert Hoover, qui va être président des États-Unis entre 28 et 32, et qui est considéré comme c'est l'équivalent de Eisenhower à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il a sauvé la famine des États-Unis, l'Europe, etc. C'est un grand héros américain. Herbert Hoover écrit à Keynes qu'il est complètement fou, que Wilson, ou il accepte le compromis, ou bien il est vraiment complètement fou. Et c'est ce que pensent tous les Américains à ce moment-là, qu'il est complètement fou d'avoir tué, détruit l'œuvre qu'il avait faite. Et alors, du coup, c'est là la question qui va se poser, c'est-à-dire, avec
Bullitt, qui après avoir écrit un roman à grand succès, on lui dit, mais écoute, t'es beaucoup... Et en fait, Bullitt, si vous voulez, il va avec Wilson. Wilson on lui confie des missions incroyables. Il va représenter les États-Unis au congrès des partis socialistes de Berne. Il revient avec une motion unanime de soutien aux 14 points, à la SDN et au projet de Wilson. Et du coup, on l'envoie négocier avec Lénine, secrètement, un cessez-le-feu entre les Russes blancs et les bolcheviks. Et il obtient un plan de cessez-le-feu. D'ailleurs, Staline l'embrassera. Ah, ça, c'est beaucoup plus tard. C'est plus tard. Oui. Il revient, on fait même pas. Wilson ne le reçoit pas. Quand il voit le traité de Versailles, il donne une émission publique et il est auditionné à la demande des Républicains par le Sénat et il essaie de faire capoter le traité de Versailles. Et du coup, quand il va frapper à la porte de Freud, parce qu'il a quelques problèmes personnels, mais qu'il veut aussi... Il est en train d'écrire une pièce sur Wilson. Freud le connaît, parce qu'il a fait la une des journaux autrichiens. Et donc, il le reçoit tout de suite. Il s'allonge sur le divan de Freud, mais je dirais que la moitié du temps, il doit parler de ses problèmes, et l'autre moitié, il parle de Wilson. Et quand il finit sa première psychanalyse, parce que ça durait 6 mois à l'époque, il envoie une pièce de théâtre pour qu'elle soit jouée. La personne qui lit la pièce la trouve formidable et dit c'est trop innovant, c'est trop perturbateur, on n'aura pas le courage de la jouer, c'est ce qui se passe, elle n'est pas jouée. Et disons 3 ans plus tard, il revient voir Freud, il dit j'ai un projet d'écrire sur la diplomatie, vous m'avez dit que vous aviez envie d'écrire sur Wilson, est-ce que vous avez toujours envie? Et Freud dit oui, j'ai envie, mais pas tout seul, parce que je ne pourrais pas le faire seul. Et puis moi, je ne peux pas écrire comme ça, il me faut des documents, il me faut des témoignages. Et donc, tout l'été 1930, Bullitt parcourt les États-Unis, et il obtient des témoignages que personne n'a regardés, parce qu'on a méprisé son travail. Il fait parler les plus proches. Alors Wilson avait cette particularité, c'est qu'il se confiait à ses proches comme on parle à un psychanalyste ou à une psychanalyste. Il racontait des trucs très personnels. J'ai fait des cauchemars, voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce que ça, j'ai pas dormi. Il avait des tas de problèmes psychologiques et il les racontait. Et à qui le racontait-il particulièrement? À son principal conseiller pendant 8 ans, le colonel House, qui le soir dictait à sa secrétaire tout ce que lui avait dit Wilson. C'était comme si un psychanalyste, aujourd'hui, le soir, dictait ce que les patients lui racontent. Et donc, il y avait 2000 pages de dactylographiées. Et l'obsession, le truc que se disait, quand Freud lui dit « il faut que vous me trouviez des choses », lui, il se dit « il faut que je récupère les carnets secrets du colonel House ». Voilà. Et alors, je continue ou vous voulez que je... Bon, alors... L'invité, c'est vous, hein. Alors, comme il s'était affronté avec House, etc., bon, il se réconcilie. Et alors, voilà, qu'est-ce qu'il trouve dans les carnets de House? Wilson, président des États-Unis, ne cesse de lui dire « Cette nuit, je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai fait des cauchemars sur Princeton. » Et c'était sans arrêt, ça revenait, il faisait des cauchemars sur son temps à Princeton. Alors, l'un des chapitres s'appelle, je crois, les cauchemars de Princeton, le cauchemar de Princeton, parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, Wilson est assez tardif, il apprend à lire qu'à 9 ans, à écrire qu'à 11 ans, mais dès 20 ans, il écrit un livre très important, Congressional Government. Il est élu professeur à Princeton et puis il est élu président. Et il se met à vouloir faire des réformes, etc. Et puis, il y a 2 personnalités qui jouent un rôle important. Sa femme, il est marié, moi, il a 3 filles. 2 personnalités jouent un rôle très important dans sa vie. C'est un plus jeune que lui, professeur de théologie, qui est son ami, qui raconte tout, il lui parle de tout, il passe leur journée
partent en vacances, les couples partent en vacances ensemble. Il se confie tout, il lui dit je ne peux pas vivre sans ton affection, etc., etc. Et puis un ennemi. Il y a un professeur qui est très connu, qui veut monter un graduate programme qui n'existe pas alors, contrairement à Harvard ou Yale. Voilà, alors il se le construit comme ennemi. Le type ne veut pas grand-chose, il veut juste faire un programme de graduate, il ne s'intéresse pas au reste. Mais Wilson ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu connu en dehors de lui dans la fac. Et alors il se passe... alors, il fait une première réforme qui marche bien, puis il veut faire une deuxième réforme. Et là, son ami le plus cher lui dit écoute, sur cette réforme, je ne suis pas d'accord avec toi. Il lui dit c'est pas grave, notre amitié survivra à ça. Et puis le jour du vote à la fac, quand son ami s'exprime en disant qu'il votera contre, le lendemain, l'autre devient un ennemi. Alors c'est fini. Non seulement il ne lui parle plus, mais ça devient obsessionnel. C'est la trahison, l'obsession. Il ne peut plus le regarder, il ne peut plus le rencontrer, etc. Et alors son adversaire, qui lui n'était pas un ami, il le poursuit, alors il ment, il essaie de le poignarder, il essaie de faire, à tel point que le conseil d'administration de Princeton est au bord de virer Wilson, qui se rattrape en faisant faire des fuites dans la presse américaine en disant qu'il y a une sorte de conservatisme bourgeois à Princeton qui veut empêcher la démocratisation de la fac, etc., etc. Et ce qui lui donne une grande popularité nationale qui va lui permettre d'être élu gouverneur et puis ensuite président. Mais il n'arrête pas de dire « j'ai peur que ce qui s'est passé... » Alors, la rupture avec cet ami, il n'arrête pas d'y penser. Il n'arrête pas de faire des cauchemars de ça. Et il dit « j'ai peur que ça se reproduise ». Et ça, c'est pour un psychanalyste, la reproduction, vous savez, la récurrence de choses destructives, de forces intérieures dont vous avez l'impression qu'elles vous dominent et que vous ne maîtrisez pas, que ce n'est pas vous, mais que c'est quand même vous. Ça, c'est totalement pour un psychanalyste. Hein. C'est vraiment c'est une matière pour psychanalyste. Bon. Et alors, progressivement, Bullitt arrive à faire des témoignages que Wilson avait une adoration pour son père. Il avait une relation au père. Il pouvait rien faire sans l'approbation de son père. Jusqu'à la mort de son père, il faisait ses prières tous les jours avant le repas, et le soir, il se mettait à genoux, il priait Dieu, et il fallait qu'il ait le sentiment que son père avait approuvé tout ce qu'il avait fait dans la journée. Et il écrivait des lettres d'amour quasiment à son père, que je dis, c'était aussi des lettres d'amour à l'égard de son petit frère. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'égard du petit frère, quand il est président, et le petit frère est toujours vivant, il est d'une méchanceté terrible. Et donc là, ça met, si vous voulez, Freud et Bullitt sur la piste, c'est que quand vous avez une adoration si forte, etc., c'est que ça cache parfois une agressivité refoulée. Et donc, il construit un schéma en disant, bon, il n'a jamais pu sortir à l'égard de son père qui était très dominant, qui lui faisait apprendre des trucs par cœur. Son père était pasteur, il l'emmenait dans l'église vide et il lui faisait réciter des mots. Il avait un rapport aux mots, il devait trouver des synonymes. Avant d'apprendre à lire et écrire, il fallait qu'il connaisse les mots, vous voyez. Et donc, il était complètement... Et donc, le collègue, là, c'était un peu le représentant du père, et le jeune, c'était un peu le représentant du petit frère. Et il reproduisait, si vous voulez, une agressivité qu'il n'avait jamais pu sortir. Elle se fixait, elle se transférait sur d'autres personnalités de façon incontrôlée, ce qui faisait qu'il se détruisait lui-même après être arrivé à des postes très élevés. Voilà. Et donc, dans la négociation du traité de Versailles, voilà pourquoi on y vient,
Donc, après avoir développé cette amitié avec le colonel House, il ne pouvait pas vivre sans le colonel House. Le colonel House venait à la Maison-Blanche, il dormait chez lui, il allait le border dans son lit, il disait « allez-vous bien », etc. Et tout d'un coup, au mois de mars 1919, pendant qu'il est allé 15 jours aux États-Unis, il revient, l'autre est devenu un traître, il a voulu empêcher la SDN d'être dans le traité préliminaire, etc. Et il devient obsessionnel, comme il l'avait été à l'égard de son jeune collègue de Princeton. Et l'ennemi avec qui il ne peut absolument jamais composer, c'est le chef, malheureusement pour le destin de la France et du monde, c'est le chef de la majorité républicaine au Sénat, qui s'appelle Cabot Lodge, qu'il admirait beaucoup. C'était un collègue, c'était un professeur de sciences politiques. Wilson a occupé d'ailleurs une des premières chaires de sciences politiques. Il développe une haine féroce contre lui. Il interdit à ses ministres de participer à des réunions, même à des messes, à des offices religieux en sa présence. Enfin, c'est une sorte d'obsession qui se développe de la même manière. Et donc, c'est ce schéma-là auquel ils aboutissent. Ils ont fini leur livre en 1932, mais au moment de le publier, pendant que le nazisme monte au pouvoir, Roosevelt est élu président des États-Unis et il fait appel à Bullitt parce que les républicains peuplaient le State Department et Roosevelt avait besoin de démocrates pour l'aider à animer la politique étrangère américaine. Voilà. Et alors, peut-être que je vous laisse la parole quelques minutes quand même. Parce que... Non, justement, Bullitt arrive et lui aussi, personnage très intéressant. Voilà quelqu'un, donc, journaliste qui va devenir diplomate, qui va donc négocier avec les bolcheviks, qui va être le premier ambassadeur américain ensuite lorsque Staline sera au pouvoir, va vite se rendre compte de ce qu'est le stalinisme. C'est très bien expliqué, donc, puisque dans l'immeuble où il habitait, il voyait régulièrement disparaître des personnes qu'il fréquentait et qui du jour au lendemain ne revenaient plus. Et au bout d'un moment, après s'être demandé pourquoi, il a eu vite compris. Voilà une personne, donc Roosevelt, ensuite, donc, va l'avoir à son service. Et après-guerre, ça va devenir... Parce que au départ, on va dire, c'est quelqu'un de gauche, oui, si je puis dire. C'est quelqu'un même il a de la sympathie. Il était à gauche, vraiment à gauche. Pour le mouvement socialiste. Il est très ami avec Léon Blum. Avec les socialistes français, c'est-à-dire avec Cachin, ouais, avec Longuet, qui vont devenir des communistes. Il est ami avec les socialistes avant la scission. Vous voyez ? Tout à fait. Donc il va rester copain avec Cachin d'ailleurs. Ah, ouais. Et donc il a tout un itinéraire jusqu'à la guerre, après, ouais. Puisqu'il va y compris faire partie des forces françaises libres ensuite, ça va devenir un anticommuniste fervent. Ensuite, puisque ce qui est intéressant, c'est que Bullitt publie une note, je crois, dans les années 1939, et puis après à nouveau dans les années 40-41, où il explique qu'il faut aider l'Union soviétique, mais enfin pas trop, peut-être parce que sinon, plus tard, ils vont instaurer un glacis en Europe de l'Est. Et on se dit qu'il a prévu quelque part, je dirais, la guerre froide. Et donc le personnage à plein de niveaux est tout à fait... Alors c'est un personnage absolument incroyable du point de vue... Alors d'ailleurs, il disait que Wilson n'avait aucune capacité d'anticipation stratégique, et que c'était quand même ça qu'on demande quand même à un chef d'État. Et alors lui, c'était l'inverse. Donc, comme il avait négocié avec Lénine, il était très respecté par les bolcheviks. Donc, Roosevelt l'embauche pour faire la reconnaissance de l'Union soviétique par les États-Unis, en 1933, et le nomme premier ambassadeur. Il ouvre l'ambassade, il y a un dîner où Staline l'embrasse après avoir bu 50 coupes de vodka qu'il faut absolument qu'il prouve qu'il a bu, l'embrasse sur la bouche, lui offre un terrain pour son ambassade, etc., et puis il découvre l'horreur du stalinisme. C'est ce que vous décriviez. Dans le même immeuble où il y a plein de diplomates qui habitent, ils avaient des amis soviétiques qui disparaissent, un par un, liquidés, exécutés. Allez là, vous cherchez un appartement supplémentaire pour vos diplomates. Tenez, il y en a un qui s'est libéré au 2e étage. Là, vous pouvez le récupérer. Donc les diplomates américains tombent malades. Parce qu'il faut être à la fois. Il y a un moment, une scène terrible où
où dans un dîner en l'honneur de l'armée rouge, il lui raconte comment ils ont pris Kiev en 1920, et après avoir tué tous les hommes, ils violent toutes les femmes. Donc, quand vous lisez le bouquin, je vous jure que il y a des choses qui... parce qu'il y a beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui dans les sanctions économiques et financières, c'est dans le traité de Versailles. Ce débat sur faut-il intervenir juste pour nos alliés ou intervenir en cas de violation des frontières internationales, c'était le débat entre le Sénat. Bon. Mais sur Bullitt, alors, il dit le communisme, c'est une religion qui veut conquérir le monde. Ce sont des prophètes, le Dieu, ce Christ, c'est Lénine, les prophètes sont Staline, etc. Et ils veulent conquérir le monde. Et il faut absolument que les démocraties libérales s'organisent pour résister aux deux fascismes que sont le nazisme et le communisme. Bon. Alors, après, il est nommé à Paris. Alors, à Paris, il devient très proche, il devient ami de deux des premiers ministres, des présidents du Conseil français, que sont Léon Blum et Daladier. Alors, il croit que l'amitié franco-allemande peut sauver la paix, parce qu'il y croit depuis 1919. Il essaye même de faire quelque chose entre Blum et Hitler. Ça ne marche pas très bien. Et à ce moment-là arrive Munich. Et alors, c'est très intéressant parce qu'on voit Munich sous un autre angle. Parce qu'à l'époque de Munich, la France a 27 avions modernes. L'Allemagne, 1000. Donc, dire, oh là là, Daladier a signé Munich. Ben, d'abord, les Anglais voulaient signer, les Américains voulaient qu'on signe, et nous, on avait 27 avions face aux 1000 avions allemands. Et quand Daladier revient de Munich, il déjeune immédiatement avec Bullitt, il lui dit, et avec Jean Monnet, qui était un ami de Bullitt, si j'avais eu 3000 avions, j'aurais pas signé. Et à ce moment-là, Bullitt dit, il prend le bateau, et il va parler avec Roosevelt. Et Roosevelt n'était pas quelqu'un qui aimait les longues notes. Mais quand il lui dit, Daladier m'a dit que s'il avait eu 3000 avions, il n'aurait pas signé, ça rentre dans la tête de Roosevelt, et Roosevelt convoque une conférence de presse et dit, tout le budget militaire, vous le mettez à la poubelle, je veux 20 000 avions. Et en fait, il bouleverse, Daladier fait bouger Roosevelt, et Roosevelt décide à ce moment-là de soutenir la France pour l'achat, il est prêt à faire fabriquer des avions au service de la France, des centaines d'avions, pour nous aider à rééquilibrer nos forces face à l'Allemagne. Et d'autant que les avions seront fabriqués aux États-Unis, et du coup, les Allemands ne pourront pas les bombarder les usines, alors que si on l'avait fabriqué en France, évidemment, ils auraient pu venir bombarder nos usines. Donc c'est un plan incroyable, que d'ailleurs Renault essaie de bloquer. Enfin, c'est une histoire absolument incroyable. Bon, ça n'arrive pas suffisamment à temps. Juin 40, juillet, il reste à Paris pour sauver Paris de la destruction. Début juillet, il va à Vichy, et au bout de 2 jours, il envoie un télégramme à Roosevelt. Il dit « J'ai parlé avec les nouveaux dirigeants de ce pays. Sous l'impact d'une défaite morale et physique absolue, ils n'aspirent qu'à une seule chose, devenir la meilleure province d'une Europe nazie. Et comme ils ne veulent pas être seuls dans leur sort, ils souhaitent la défaite le plus rapide de l'Angleterre. » Mais alors, ce qui est extraordinaire, ça vous l'avez mentionné, c'est que septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre, il écrit à son homologue à Berlin, « Hitler croit avoir gagné, il a déjà perdu. Peut-être qu'il va enfoncer la France et l'Angleterre, mais ensuite les bolchos vont le bouffer comme un cancer jusqu'à Berlin. Et la question sera de savoir si c'est nous ou les bolcheviks qui allons gagner. » Donc dès 1939, il anticipe. Et alors, il rentre, je ne raconte pas là les détails, les problèmes qu'il a en rentrant en 1940 à Washington, il est mis un peu à l'écart, mais il écrit une note que vous mentionnez, qui est considérée comme la première note d'avertissement écrite sur le danger soviétique. Il dit à Roosevelt, bon, il faut aider Staline contre Hitler, mais faut pas trop, juste suffisamment, parce que sinon, le sort des Européens de l'Est et des Chinois, ce qu'ils pensent aux Chinois, autant sera atroce sous le joug communiste. Et donc, il faut faire très attention à notre stratégie. Roosevelt le maintient à l'écart, et donc il décide de rejoindre les forces françaises libres. Et là, je voudrais vous lire quand même la lettre qu'il envoie à De Gaulle et ce que lui répond De Gaulle, parce qu'il était quand même très connu, il était
Alors, mon général, ça, c'est lui écrit il écrit le 19 mai 44. La bataille de la résurrection de la France arrive et j'y cherche ma place active. La France a besoin des services des jeunes, mais aussi, je crois, de ceux qui ne sont plus jeunes. J'ai 53 ans, je vous offre mes services comme soldat volontaire de l'armée française. Maintes villes de France m'ont accordé l'honneur de m'inscrire comme citoyen. Accordez-moi, mon général, l'honneur suprême de ces jours de sacrifice, le droit au service militaire. Permettez-moi de m'enrôler comme soldat de la France. William Bullitt. Et 3 jours plus tard, De Gaulle répond « Mon cher ambassadeur, il y a des réconforts. Votre lettre en est un pour moi. Elle le sera pour tous les Français. Venez donc, bon et cher ami américain. Nos rangs vous sont ouverts. Vous rentrerez avec nous dans Paris mutilé. Ensemble, nous y verrons vos drapeaux étoilés mêlés à nos tricolores. Veuillez croire, mon cher ambassadeur, à mes sentiments dévoués. » Et De Gaulle l'affecte à l'état-major de Delattre, où il est chargé de la propagande psychologique pour déstabiliser l'ennemi, comme il parle allemand, etc. Il va faire toute la campagne de la première armée, débarquement à Toulon, etc., remonter. Bon. Et ensuite, il va aider Delattre, parce qu'après, il est tout à fait marginalisé, comme vous l'avez dit, mais il veut continuer de se battre contre la montée du communisme dans le monde. Donc, il va aider Delattre au Vietnam. Il va aider à faire monter sur le trône du Vietnam l'empereur Bao Dai, qui est la stratégie française pour essayer de contenir. C'est absolument incroyable. Il va voir Bao Dai. Bao Dai pense qu'il est l'envoyé américain. Il est envoyé d'une personne. Il essaie d'envoyer de lui-même. Mais bon, et ça marche, etc. Bon, enfin. Et ensuite, après la défaite de Chiang Kai-shek, il rejoint Chiang Kai-shek à Taïwan comme conseiller et va organiser une sorte de ligue anticommuniste de l'Asie, etc. Enfin, jusqu'à sa retraite à Paris, puisque, au fond, son pays d'adoption, c'était la France. Il a vécu 30 ans en France. Il meurt en France en 67. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est devenu très ami de Nixon. Il est le Kissinger de Nixon avant Kissinger. Il est son conseiller en relations diplomatiques, parce qu'il l'a connu au moment d'une affaire qui est incroyable, parce qu'on apprend des trucs, mais une affaire qui explique le macartisme, l'affaire Algéris, c'est-à-dire que c'était un des plus grands diplomates américains qui était en fait un agent soviétique. C'est comme si vous appreniez que le secrétaire général du Quai d'Orsay est un agent soviétique. Ben, à ce moment-là, les gens se disent, et peut-être que tout le reste du Quai d'Orsay est soviétique, est agent. Donc il y a c'est là que McCarthy se lance. C'est parce que, en fait, il y avait eu une dénonciation de Hiss par un de ses anciens camarades communistes. Nixon sent que le dénonciateur dit la vérité. Il lance une commission d'enquête. Et Bullitt, qui avait eu une information par Daladier, en 1938, va donner son information. Et ça bascule complètement, ça le fait basculer le truc. Et il devient très proche ami de Nixon, qui est très particulier, on le sait bien, mais qui est quand même très intelligent aussi. Et jusqu'en 1967, il est un ami proche de Nixon, ils passent des week-ends de vacances ensemble, etc. Et il le soutient aux élections de 60 et tout ça. Enfin, c'est une histoire absolument incroyable. Mais juste avant de mourir, il publie le livre Amputé. Et la question est, pourquoi il publie le livre Amputé ? Tout à fait. Voilà, et là, peut-être que je vais vous... Oui. Hein ? Non, mais c'est effectivement ce livre, donc Amputé, comme livre d'ailleurs qui a donné lieu à controverse, y compris dans la famille freudienne, si je puis dire. Donc, voilà. Pourquoi cette amputation ? Alors, ces amputations. Parce que voilà mon hypothèse. Il y a plusieurs époques. Mon hypothèse. D'abord, Bullitt n'est pas, à l'égard de Freud, dans une position de disciple. Il lui a apporté beaucoup d'informations sur les relations internationales, et Freud l'admire énormément, et il a même lui-même, Bullitt, des idées, il a des interprétations très intéressantes qui sont quasiment plus convaincantes que celles de Freud à certains moments. Je vais vous donner un exemple. Un jour, Wilson écrit à son père, après avoir lu un article sur le Gladstone, qu'il a découvert qu'il avait, je vais vous dire le mot en anglais, a mind, c'est-à-dire un esprit. Il avait enfin découvert qu'il avait un esprit, comme s'il n'en avait pas avant, mais tout d'un coup, il découvre qu'il a un esprit.
Alors, Freud fait toute une interprétation sur le fait que, comme il n'avait pas eu de relation sexuelle jusqu'à l'âge de 28 ans, c'était peut-être que c'était la culpabilité, un truc sur la masturbation, etc. Bon, je ne vais pas faire ces détails. Et Bullitt dit non. Alors lui, il est un peu lacanien, Bullitt, je dirais. Il dit non, c'est parce que son père voulait qu'il soit ministre de l'Église. Il voulait qu'il soit pasteur. Et tout d'un coup, il découvre Gladstone, qui est le Prime Minister. Et il dit, je vais être un Prime Minister. Et d'ailleurs, il écrit un livre de sciences politiques qui s'appelle Congressional Government. C'est-à-dire qu'il veut transformer les États-Unis en une république parlementaire sur le modèle britannique. Et donc, il veut au départ... Et donc, il va être un ministère, donc il va obéir à son père tout en trouvant sa propre voie. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais avoir j'ai enfin découvert ma voie en quelque sorte. Et donc je pense que c'est Bullitt qui a raison à ce moment-là dans leur discussion. Et il y a un autre truc sur lequel un jour, Freud, ils reviennent de leur discussion, Freud, voilà, les premiers chapitres, et Freud lui dit, vous et moi, nous savons que Wilson est un homosexuel passif, mais nous n'oserons pas l'écrire. Alors, Bullitt dit, oui, on peut l'écrire, mais discrètement. Et alors, Freud dit, bah, à ce moment-là, ce ne sera pas écrit, ça veut dire que ça ne sera rien. Et alors, du coup, au retour à son hôtel, lui, il avait au départ écrit toutes ses notes, etc. Hop, il rajoute 11 fois dans le manuscrit que Wilson, malgré le fait qu'il soit marié, etc., en fait, avait des attractions beaucoup plus fortes qui ne s'exerçaient pas dans la pratique. Il n'a jamais eu de relation sexuelle avec des hommes, mais qu'il avait ces affections tellement fortes que quand il y avait des ruptures, etc., c'était comme des ruptures amoureuses en réalité. Et donc ils écrivent ça, qu'il avait une homosexualité passive, refoulée, etc. Bon, mais alors pourquoi il censure ça ? C'est pas du tout qu'il était choqué par ces découvertes. C'est parce que, et là c'était Bullitt qui avait eu lui-même l'idée, Wilson s'identifiait non seulement au Christ, mais parfois à Dieu le Père. Je vais vous donner ce que raconte Lloyd George. Un jour, ils sont en réunion avec Lloyd George et Clemenceau et les chefs de gouvernement négociant le traité de Versailles, et Wilson dit « Le Christ était pas mal pour la définition des principes, mais pour nous guider, mais il s'est un peu planté dans l'exécution. Donc moi, je suis là un peu pour corriger tout ça, etc., etc. » Et à ce moment-là, Lloyd George dit, je regarde les yeux noirs de Clemenceau, et puis et on se tourne, on se dit, et alors, quand on réfléchit à la phrase, c'est qu'il disait le Christ est un peu planté, donc comme Dieu le Père, enfin. Comme Dieu le Père pourrait dire mon fils est un peu planté. Vous voyez ? Il était devenu le Christ s'identifiant au Père. Et alors là, Bullitt avait trouvé quelque chose qui était assez génial, je le dis franchement. C'est comme vous savez, la théorie freudienne, il y a la théorie de la bisexualité qui est évidemment, théorique, qui est sublimée. Bon, pour la plupart des individus. Mais il y a une dimension de bisexualité chez chaque individu. Et il dit, celui qui représente la bisexualité la mieux sublimée, c'est le Christ. Puisque, se mettant dans une situation de passivité absolue à l'égard de Dieu le Père, il devient Dieu lui-même. Donc, il est à la fois le symbole de la passivité totale et le symbole de l'activité totale. Mais il n'y a que le Christ qui peut être comme ça. Il n'y a que le Christ qui a pu réussir ça. Le pauvre Wilson qui essaie d'être le Christ n'y arrive pas. Bon. Et c'est quand même assez intelligent. Enfin, bon. Mais ce qui se passe, ils écrivent ça avant 30-32. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Bullitt fait l'expérience du stalinisme. Et il se dit à lui-même, le libéralisme politique n'a pas de force suffisante pour faire face au communisme. Seul le christianisme et l'Église catholique, seule une autre religion peut affronter la religion du communisme. Donc je ne veux en rien nuire par mon livre à la bataille contre le communisme. Donc il supprime ces morceaux-là. D'ailleurs, il va rencontrer Pie XII plusieurs fois.
Il écrit, il fait des conférences, il se rapproche très fortement de l'Église catholique, à tel point, je vais vous lire parce que c'est quand même assez marrant, que au moment de sa mort, l'ancien président de Georgetown, qui était qu'un catholique, lui dit, lui écrit, on apprend qu'il est sur son lit de mort, Bill, vous êtes la personne la plus intéressante que j'ai eu la bonne fortune de rencontrer en cette vie. Et naturellement, je veux passer l'éternité en votre compagnie. Je sais que vous êtes high church et donc à un demi-pas de la station où j'aimerais vous voir. Ça veut dire la conversion au catholicisme. Puis-je vous forcer un peu la main pour accomplir ce demi-pas ? Il ajoute, tout ceci à part, je pense que vous êtes vraiment l'un des grands hommes de l'histoire. Je remonte jusqu'à Platon et Pic de la Mirandole. Mais Bullitt refuse, il meurt comme protestant. Mais c'est assez incroyable, il est très proche, il s'est rapproché de l'Église catholique comme seule force, selon lui, capable de résister. Et c'est pour ça qu'il enlève ces morceaux-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne détruit pas le manuscrit original, ce qu'il aurait pu faire. Et on se serait jamais... L'énigme serait restée jusqu'au bout, et c'est moi qui ai trouvé, et donc je peux reconstituer tout le puzzle. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'il pensait quelque part qu'un jour, peut-être, il y aurait Patrick Weil, peut-être pas vous, mais ou un autre, mais qui aurait trouvé ce manuscrit et qu'il serait bon qu'on le publiât de cette façon. De sciences politiques, qui d'ailleurs cherchait, qui a fait un travail extraordinaire, ça fait Paul Razen, il le mentionne, mais il meurt. Lui, il pense avoir trouvé tout, mais il n'a pas trouvé de manuscrit. Il ne pouvait pas trouver parce qu'il n'était pas encore aux archives. Il meurt d'une maladie quelques jours en 69, excusez-moi, en 2005. Et puis, moi, j'ai quand même trouvé des choses que Freud et Bullitt n'avaient pas trouvées, que je raconte. C'est un peu... Le dernier chapitre, la conclusion, je donne un peu mon avis sur tout ça. Je suis, grosso modo, assez d'accord avec leur interprétation, le rapport au père, etc., l'homosexualité passive, mais justement, je trouve d'autres éléments que eux n'ont pas vus. Le père, il n'était pas simplement sévère, il était pervers, il était humiliant à l'égard de son fils. Et à plusieurs reprises, des cousines de Wilson, dans des témoignages à des biographes de Wilson, racontent comment le père pouvait, dans des réunions de famille, humilier devant les autres frères et sœurs son fils. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les ruptures qu'il a, aussi bien avec ses adversaires qu'avec ses proches, c'est quand il y a une humiliation publique. Il y a quelqu'un dont il était très très proche, qu'il aimait beaucoup, même d'une affection un peu homosexuelle, je dirais, qui est venu rompre avec lui à titre privé, parce c'était quelqu'un qui défendait le droit de vote des femmes, et Wilson ne l'avait pas respecté, donc il a rompu, il a démissionné de ses fonctions en disant « Vous n'avez pas respecté votre engagement vis-à-vis des femmes, je démissionne ». Il ne s'est jamais fâché avec lui, vraiment. Cette rupture est restée privée. L'autre, le jeune, était ami avec une ou deux de ses filles, il est resté ami. Il n'y a pas du tout eu la réaction qu'il a eue à l'égard de ce professeur de la faculté de Princeton qui a pris la parole contre sa motion. Il pouvait voter contre sans prendre la parole. C'est ce qu'a dit sa belle-sœur. S'il n'avait pas pris la parole, en prenant la parole, comme tout le monde savait qu'ils étaient les plus proches amis, etc., il l'a humilié. Et pareil pour Cabot Lodge, l'a humilié à un autre moment, très important, et c'est à ce moment, au moment de l'humiliation, qu'il devient complètement obsessionnel. Donc moi, j'ajoute ce point-là, c'est que c'est pas parce que quelqu'un divergeait avec lui qu'il se fâchait, c'est quand il était humilié publiquement, parce que ça lui rappelait des scènes d'enfance qu'il n'avait jamais pu dire à son père toute la rage qu'il avait à son égard de ces humiliations. Et il y a une autre dimension là qui est beaucoup plus intéressante pour notre histoire. C'est que l'hypothèse de Freud et de Bullitt, c'est qu'après la rupture avec House, Wilson, qui ne peut pas vivre sans des hommes qui le soutiennent, etc.,
s'est laissé avoir par Lloyd George et Clemenceau, et ils n'ont pas vu le rôle d'un personnage absolument extraordinaire qui s'appelle le général Smuts. Alors, le général Smuts, c'est un général Boers, dans la guerre des Boers, donc il est du côté des Boers contre les Anglais pour le contrôle de l'Afrique du Sud. Les Anglais gagnent et ils se rallient à l'Empire britannique. Et un peu comme les sudistes, comme Wilson le sudiste, se rallient, je dirais, à la République américaine réunifiée. Bon. Et ce général Smuts conçoit une société des nations et va avoir un rôle très important dans le dessin, dans la construction de l'ONU, parce qu'il va devenir Premier ministre d'Afrique du Sud et gestionnaire de l'apartheid. Il devient le plus proche ami de Wilson pendant la conférence de la paix. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. 3 jours avant, fin mars, Lloyd George va voir Wilson en lui disant « Si vous ne me donnez pas les réparations très élevées que moi je veux, et ce n'est pas Clemenceau justement, ce n'est pas la France qui impose les réparations, c'est les Anglais. Et c'est Lloyd George qui dit « Si vous ne me donnez pas les réparations très élevées, je vais être renversé par les communes. » Et Wilson lui dit « Mais quelle magnifique façon de d'être renversé que de tomber sur ses principes. » Et Lloyd George a compris que Wilson cédait à Smuts ce qu'il refusait à tous les autres diplomates. Et donc il envoie Smuts, qui écrit une note juridique alors qu'il n'y connaissait strictement rien, sur les réparations. Et à la lecture de la note de Smuts, Wilson vacille, accepte, ses conseillers lui disent « Mais c'est complètement irrationnel ». Et il répond « La raison, qui s'intéresse à la raison ?» Et là, il devient à moitié fou. Il tombe malade, il devient paranoïaque, que les Français qui sont les serviteurs français sont des espions, qu'on lui vole des meubles dans sa maison de l'avenue Président Wilson qui est à Paris, etc. Et il a basculé. Et c'est Smuts qui lui a fait signer. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est Smuts qui conseille à Keynes d'écrire son livre, mais Keynes omet de dire que c'est Smuts qui fait vaciller Wilson. Il dit que c'est le moment le plus décisif de la négociation. Il omet de dire que c'est Smuts qui a fait vaciller Wilson. La façon dont il écrit son livre, il met tout ça sur le dos de Clemenceau et de Wilson. Et du coup, le conseiller économique de Wilson décide de raconter tout, de publier la note de Smuts dans un livre qui sort en 1920. Keynes s'affole, dit « mais il n'a pas le droit, c'est une note d'archive, etc. » Mais en fait, c'est Smuts qui a fait basculer Wilson dans la signature de réparations extrêmement élevées à imposer à l'Allemagne. Et ça n'est absolument pas Clemenceau, c'est donc les Britanniques. Voilà. Oui, d'où ensuite le débat Clemenceau-Poincaré. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le schéma de Clemenceau, c'était « moi j'ai l'alliance militaire, c'est ça qui m'importe ». Les réparations, étant donné la façon dont les Allemands ont fait la retraite en inondant tous les villages de la Belgique, du nord de la France, les opinions publiques belges, françaises et britanniques sont déchaînées. On ne peut pas ne pas mettre de fortes réparations. Quand tout ça sera calmé, on baissera les réparations, parce que moi, ce qui m'importe, c'est l'alliance militaire. Comme l'alliance militaire saute, que Clemenceau se fait battre un peu par ses propres conneries pour la présidence de la République en janvier-février 1920, Poincaré prend la direction des affaires et lui va s'obséder sur les réparations. Il va enfourcher les réparations comme substitut à l'alliance militaire. Et du coup, tout le monde pense que Keynes avait raison dans son bouquin, parce qu'il a annoncé les horribles Français qui veulent imposer les réparations, mais ce n'était pas du tout le schéma de Clemenceau. C'est ça que je raconte dans la conclusion. C'est une histoire à tiroir qui est vraiment absolument incroyable et qui replace quand même à sa place, quelque part, la chronologie, le rôle de chaque responsable français, anglais, américain, allemand dans cette histoire du XXe siècle. C'est vrai que ça donne un nouveau regard, si je puis dire, sur le traité de Versailles. Oui. Quand même. Et la façon dont, effectivement, à la fois, nous l'apprenons quelque part, c'est-à-dire on l'apprend à l'école, si je puis dire,
et aujourd'hui l'éclairage que vous portez, que vous apportez à travers, je dirais, cette histoire. Est-ce qu'on vous a pas reproché peut-être, Patrick Weil, de trop psychologiser, comme l'on dit Non, pas du tout, parce que ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a quand même à peu près la débat, moitié du question. livre qui est sur l'histoire diplomatique. Tout à fait. Bon. Ensuite, moi, je suis un historien. Je n'ai rien dit qui ne soit pas dans des archives. J'ai parcouru une quarantaine de lieux d'archives, et dans ces lieux d'archives, il y a parfois plusieurs collections, etc. Tout ce que je raconte, vous voyez, je vous donne un exemple. Keynes. Il semblerait que Keynes soit tombé amoureux, il était, en tout cas, la première partie de sa vie, il était homosexuel, il est tombé amoureux du délégué allemand. Il le dit lui-même dans un texte qui dit, bon, je ne l'ai pas mentionné, ça n'avait rien à faire dans le livre, je n'ai mentionné que ce qui avait quelque chose à faire avec le puzzle que j'étais en train d'essayer de construire pour... Voilà, je suis resté extrêmement précis et je n'ai raconté que des choses que je pouvais fonder à partir des archives. J'ai été aidé parce que, en plus des archives de Bullitt, j'ai trouvé, il y a la première femme de Bullitt qui est une femme incroyable, qui est une jeune fille de la bourgeoisie de Philadelphie, très belle, que tous les jeunes de la bourgeoisie draguent. Finalement, Bullitt arrive, je raconte l'histoire, à lui faire dire oui pour le mariage. Ils partent en voyage de noces. Et elle dit d'ailleurs une chose, elle dit, tout se passait très bien. Le seul choc que j'ai eu comme femme, c'était que j'ai découvert que comme femme mariée, ma conversation n'intéressait plus les hommes. Et que du jour au lendemain, alors que tout le monde s'intéressait à ce que je disais avant mon mariage, je trouve que c'est magnifique comme phrase. C'est magnifique. C'est en une phrase un résumé du statut de la femme à cette époque. Je ne sais pas si ça va changer. Mais je trouve ça génial, si vous voulez. Et en fait, où est-ce que j'ai trouvé ce qu'elle raconte? C'est que cette femme divorce en 23. Il divorce d'elle parce qu'elle n'arrive pas à lui faire... Elle a fait 2 fausses couches. Un enfant mort-né, 2 fausses couches. Ils n'arrivent pas à faire un enfant. Il veut un enfant. Elle se marie avec un compositeur. Ils achètent la moitié d'un village au-dessus de Nice. Ils passent leur vie entre la France et New York. Et en 39-40, lui reste un peu dans une relation très forte avec elle. Et en 39-40, elle écrit « J'ai jamais été intéressée par le passé. Bill parlait sans arrêt de ce que son père, de ce que sa mère lui avait dit. Moi, jamais, je m'en fous de ma mère, de mon père. Mais là, comme il fait la une de l'actualité des journaux, il est ses photos tous les jours parce qu'il est ambassadeur à Paris, tout notre passé commun me revient dans la tête. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de faire le vide de lui. Donc, elle écrit 300 pages manuscrites sur sa relation avec lui et tout ce qu'il lui a raconté de son enfance. Et j'ai utilisé ces témoignages pour imaginer ce que Bullitt pouvait dire à Freud quand il lui racontait son enfance, parce qu'il avait parlé à sa femme, sa première femme. Donc voilà, ça c'est des choses, quand on tombe sur des choses comme ça, c'est aussi assez exceptionnel. Et ce témoignage d'une femme libre, parce qu'une fois qu'elle a découvert que personne n'écoutait plus ce qu'elle racontait, elle écrit un bouquin. Elle écrit un bouquin sur son voyage avec lui dans les empires germaniques et Autriche-Hongrie pendant la guerre. Et elle va devenir une intellectuelle. Et d'ailleurs, Bullitt, dans un deuxième mariage, se marie avec une grande intellectuelle, qui est la veuve de John Reed, Louise Bryant. Et oui, qui écrit « 10 jours qui vont vers le monde » et qui ils vont vivre à Paris dans les années 24-30. Voilà, c'est une grande journaliste, une grande intellectuelle. Et il est attiré. Alors, il dit à sa fille, j'ai jamais aimé les femmes intellectuelles. En fait, il n'est attiré que par des femmes intellectuelles. Ce livre aussi, je dirais, renvoie quand même à cette question qui a un écho actuel. Il rentre en résonance avec ce que l'on pourrait appeler l'exercice du pouvoir.
Je me suis dit, ça y est, est-ce qu'il va falloir un certificat médical pour, effectivement, pour les présidents. Alors, ça renvoie à plusieurs choses, d'ailleurs. Ça renvoie à cette question sur l'exercice du pouvoir et les personnes qui nous gouvernent. Ça renvoie aussi à l'idée... Alors, ça, c'est un peu, vous le dites, à travers le personnage de Boulit, sur cette réflexion autour de l'équilibre des pouvoirs, aussi sur cette question, et l'importance aussi, bien évidemment, des contre-pouvoirs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que, je dirais, des fous furieux, quand même, on en a quelques-uns, quand même. Il n'y a qu'à ouvrir les journaux, hein, on en rencontre pas mal. On peut aller de Bolsonaro à Chavez, en passant par Maduro, Ortega, Trump, Poutine. Ça m'a rappelé le fameux film de Barbet Schroeder sur Idi Amin Dada, par exemple, qui était... Donc, je veux dire, quel regard vous avez par rapport à tout ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cité des dirigeants dont on a l'impression, spontanément, qu'ils sont déséquilibrés. Wilson, on n'avait pas cette impression. D'ailleurs, aujourd'hui... Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est-à-dire que Wilson était un extraordinaire orateur. Son père lui avait appris à parler avant qu'il sache lire et écrire. Enfin, je veux dire, il parlait. Il était, selon les témoins de l'époque, peut-être l'un des plus grands orateurs des 2 siècles de présidents américains. Il était très attaché aussi à la publicité de ses paroles. Donc il avait recruté à 19 ans un jeune sténo, qui l'a suivi jusqu'à la fin de sa carrière et qui l'accompagnait, je dirais presque jour et nuit. C'est-à-dire, dès qu'il était quelque part, il l'accompagnait, il retranscrivait, il vérifiait les transcriptions. Il y a 70 volumes de discours que vous pouvez trouver à la Bibliothèque nationale à Paris, de tout ce qui a été dit par Wilson est revu. Et le sténo dont j'ai été dans ses archives, il dit j'étais devenu son deuxième cerveau parce que je connaissais exactement ses formules, ses trucs, etc. Et alors Wilson avait un rapport particulier au langage, c'est qu'une fois qu'il avait prononcé une parole, il fallait que ce qu'il fasse puisse se rattacher à ses paroles. Même si ça avait un rattachement un peu, je dirais, sophistiqué, très sophistiqué, parfois bidon, c'est ce qu'avait réussi à faire Smuts. Bon. Donc, le vrai sujet, alors, c'est vrai qu'on recrute des présidents de la République beaucoup plus facilement, je dirais, du point de vue des tests psychologiques, qu'un cadre dans une entreprise, ou même qu'un enseignant, etc., qui on dit on fait faire des tests, etc. On ne fait pas faire de tests de recrutement. Bon. Donc, le vrai sujet, c'est ce que disait Bullitt. Il dit, lui, finalement, il disait le régime parlementaire, c'est mieux, parce qu'on peut renverser le chef de l'exécutif tout de suite, enfin, je veux dire, par un vote de défiance. Donc, c'est rare pour un Américain d'en arriver à dire qu'il est pour le régime parlementaire. Ils sont souvent très attachés au régime présidentiel. Lui avait perdu la foi dans le régime présidentiel, après avoir travaillé avec Wilson, et après avoir travaillé avec Roosevelt, qui, lui, n'était pas fou, mais qui avait été élu 4 fois de suite. Le dernier mandat, il n'en a fait que quelques mois, mais c'était trop. Les pouvoirs isolent. Bon, voilà. Il y avait quelque chose sur le pouvoir présidentiel. Et dans ce livre, il y a quelque chose sur le pouvoir présidentiel, qui est bien sûr surtout américain. Et c'est vrai que ça vous fait côtoyer. Alors, il y a des scènes que je raconte où il écrit certains discours de Roosevelt. Et il se retrouve dans le bureau de Roosevelt et des scènes incroyables, franchement, où on voit comment des discours peuvent être écrits, vous voyez, donc, ou comment des décisions peuvent être prises. Pareil pour Wilson. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu ça. Ça, c'est des choses que j'ai toujours fait dans mes œuvres. Moi, ce que je veux, c'est amener le pouvoir à la hauteur d'un lecteur. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous avez lu ce livre, ben, vous avez mieux compris comment ça marchait. Vous voyez. Donc vous êtes moins impressionnable voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mise en scène. Le pouvoir, c'est une grande mise en scène. Oui, effectivement. Oui, mais on se dit que peut-être c'est plus difficile de trouver qu'un président est fou, on va dire, en démocratie libérale que
quand on a l'exercice solitaire et autocratique du pouvoir. C'est ça l'intérêt du livre. C'est que c'est pas aussi apparent, ça n'apparaît pas. Et que ceux qui côtoyaient Wilson, ceux qui étaient ses proches, avaient compris. Ceux qui ont négocié. Churchill avait compris, par exemple. Churchill dit dans un article du New York Times en 1929, il voulait que les Français et les Allemands, après s'être fait la guerre, deviennent des plus proches amis, et il n'acceptait pas de se mettre à la même table que les républicains dans son propre pays. Donc Churchill est absolument remarquable dans cette séquence. Il est très proche de Clémenceau, d'ailleurs, surtout sur les sujets. Mais il est là, hein, je veux dire, Churchill est là aussi dans le livre. Hein, ouais. J'en ai trouvé une de bien bonne, comme on dit, de Clémenceau sur Poincaré, quand même, dans le style il sait tout, mais il ne comprend rien. J'ai trouvé ça excellent. Voilà. Il avait dit ça, et sur Briand, l'inverse. Il ne sait rien, mais il comprend tout. Voilà. Bien, bon. Peut-être on va vous passer la parole. Voilà. Il suffit de lever la main, comme on dit, et le micro arrive. Oui. Oui, je voulais vous interroger, non pas sur les personnages dont vous parlez dans votre livre, mais sur un point d'histoire. À un moment, vous avez dit, à propos de l'accord de Munich, que Daladier avait accepté de signer parce qu'il avait pris conscience que les forces armées françaises de l'époque étaient vraiment largement inférieures à celles de l'Allemagne. Vous aviez parlé de 200 avions. 27 avions contre 1000. Voilà, c'est ça. Donc là, il y avait une faiblesse militaire considérable. Et vous disiez à cette occasion que le président américain de l'époque proposait ses services à la France, à savoir de fabriquer les avions qui manquaient à la France pour éventuellement affronter un conflit avec l'Allemagne. Ouais. Et après, je ne sais pas où est-ce que cette proposition en est restée. Est-ce qu'elle a été reprise par les dirigeants français? Oui, alors ou est-ce qu'elle ne l'a pas été? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un fort sentiment pacifiste à l'époque, même de la part du personnel politique français qui ne voulait absolument pas voir qu'on allait forcément obligatoirement vers un conflit. Daladier, lui, veut faire la commande. Il a fait rentrer au gouvernement Paul Reynaud, parce que Paul Reynaud est censé être pas du tout pacifiste, justement, mais Paul Reynaud est ministre des Finances, et Reynaud bloque la commande pendant des mois. Donc finalement, Daladier finit par l'imposer, mais il fait perdre du temps, parce que les mois, ça compte à ce moment-là, vous voyez. C'était par jour qu'il fallait. Bon, donc en réalité, Jean Monnet, quand vous lisez les mémoires de Jean Monnet, il raconte cet épisode, et il est très sévère à l'égard de Reynaud, qui a vraiment bloqué pendant des mois et qui a fait perdre beaucoup de temps. Mais les commandes ont lieu quand même. Hein. Et il y a des centaines d'avions américains qui ont été livrés. Mais on les a mal utilisés. On les a pas mis... le Blitzkrieg allemand, c'est l'alliance des chars et des avions. Et nous, on a foutu les avions, je ne sais plus quoi, enfin, ça c'est très mal, ça a été mal pensé. Mais je dirais que c'est assez intéressant parce que quand on va à l'école, enfin jusqu'à aujourd'hui, on dit De Gaulle avait vu les chars. Oui, il avait vu les chars, mais il n'avait pas vu les avions. Et il fallait voir les deux. Et en fait, si c'était parlé, parce que c'est terrible, parce que Reynaud et Daladier étaient en compétition politique, alors qu'ils étaient quand même dans le même état d'esprit qu'il fallait résister à l'Allemagne, mais l'un était pour les chars et l'autre pour les avions. Bon, donc, alors qu'il fallait les deux. C'est quand même intéressant. D'ailleurs, Bullitt le sait, lui. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en 1940, il retourne, et à ce moment-là, il devient le Reynaud écrit un livre en disant « Je suis coupable, je m'accuse ». 300 pages, un manuscrit non jamais publié, qu'il envoie à Bullitt. Je m'accuse d'avoir ceci, je m'accuse. Il s'accuse d'avoir fait un gouvernement, il pensait s'appuyer sur des gens qui allaient résister à l'armistice, et il s'est trompé sur le choix de ses ministres, il lui dit. C'est passionnant, parce que Bullitt devient... Il est l'ambassadeur américain, tout le monde considère qu'il s'est battu. Les Allemands le considèrent comme un ennemi. Il s'est battu pour essayer de sauver la France. Vous savez ce qu'il fait? Alors, il dit, bon, une partie de l'âme de la France, c'est quand même la chrétienté et Jeanne d'Arc. Il va à Domrémy, il trouve que le truc pour Jeanne d'Arc est complètement en ruine,
Et donc, il fait commander un nouveau... un truc de... Ouais, enfin, je ne sais pas comment dire... et les catholiques américains se cotisent, le cardinal de New York fait une collecte, et le 9 juin 40, une journée avant l'arrivée des Allemands à Domrémy, il inaugure un truc en disant il faut que l'esprit de Jeanne d'Arc soit là pour sauver la France, etc. Donc oui, c'est absolument incroyable. Il y a une autre histoire, je le vois. Alors, il était copain avec il connaissait le gendre de Laval qui s'appelait de Chambrun. De Chambrun, par sa mère, était lié à la famille de Roosevelt. C'était un descendant de Lafayette, etc. Bon. Il parle anglais. Donc, il est agent de liaison avec l'armée anglaise. Il part à Dunkerque avec les Anglais. Donc, il va à Londres, il revient. Et il dit, Bullitt, viens me voir à l'ambassade à Paris. De Chambrun arrive, il dit, mais tu sais, il y a des batailles aériennes pendant qu'on était en train de faire des petits bateaux de revenir vers l'Angleterre. Les avions anglais gagnaient toutes les batailles. Quoi ? Lindbergh nous a vendu que l'aviation allemande était invincible, que c'est très important ce que tu vois. Il faut que tu ailles le dire à Roosevelt. Il dit, je suis un officier français, je ne peux pas quitter la... Je m'en occupe. Le lendemain, il va voir Reynaud, il fait nommer de Chambrun attaché militaire adjoint à Washington. Ordre de départ immédiat. 8 jours après, l'autre est dans le bureau de Roosevelt. Roosevelt dit, oh, c'est incroyable cette nouvelle. Moi, je m'apprêtais à bloquer les munitions que les Anglais me demandent parce que je pensais qu'on ne va pas donner des munitions pour qu'ils aillent tomber. Donc, il emmène de Chambrun sur son bateau. De Chambrun briefe tout le leader américain et il décide d'envoyer, mais tout ça est totalement secret, des millions de munitions aux Anglais. Tout ça, c'est en juin 40. Et ça, c'est des trucs... Franchement, je dirais, bon, c'est quand même... vous voyez, parce que tout le monde parle, les destroyers contre les machins, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, Churchill le remercie. Enfin, bon, voilà, c'est une histoire qui... Quand on fait... J'ai passé 7 ans sur ce bouquin. J'ai travaillé 7 ans dans les archives, vous voyez, pour faire reconstituer tout ça. Quand on fait tout ce travail, on finit par, petit bout par petit bout, par ramener toutes les pièces du puzzle. Et franchement, j'ai essayé de faire qu'ensuite ce soit super lisible. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça se lit comme une enquête, voire comme un très bon roman policier, si je puis dire, mais c'est plus que ça, d'espionnage, je dirais. D'autres questions? Nous avons un peu de temps, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à poser. Oui. Je disais que votre livre allait démystifier un petit peu la croyance dans la façon dont les décisions sont prises, mais j'ai comme l'impression quand même que les gens ont besoin de croire et que c'est ça le vrai problème. Enfin, voilà. Je suis d'accord. Vous avez raison. Les gens ont besoin de croyances. Et donc des dirigeants qui ont eu tout à fait raison, etc. L'idée que voilà, c'est plus compliqué, mais c'est comme ça qu'on devient adulte aussi. Vous voyez ? C'est normal qu'à des enfants à l'école, on apprenne des trucs assez basiques, voilà. Mais on n'est pas obligé d'apprendre des trucs faux. Vous voyez ? Donc en omettant, par exemple, le traité militaire d'alliance, quand on parle du traité de Versailles, quelque part, on omet quelque chose de fondamental pour expliquer pourquoi la France a signé. Et après, du coup, ce que je raconte sur le traité de Versailles, franchement, ça se raconte à des élèves de seconde, première, terminale. Ils peuvent comprendre. Et c'est autre chose que ce que raconte Keynes, qui est vraiment un bobard qui était au service des Anglais. Et ça pose... C'est la question... C'est vraiment... Moi, je suis secoué par ça, parce que vous voyez, je trouve que c'est pas normal que c'est des choses que les contemporains savaient. Quand vous lisez les mémoires de Georges Wormser, qui était le livre de Georges Wormser sur Clémenceau, ou ses mémoires, il dit, le traité de garantie, quand vous lisez la thèse qui a été écrite par l'un des représentants français dans les négociations sur la réparation, qui s'appelle Étienne Veil-Rénal, il dit la France s'est fait cocufier par les Anglais, on a suivi les Anglais, on n'aurait jamais dû, c'est pas nous qui avions demandé. Tout ça est écrit, mais c'est pas les choses qu'on vous rapporte.
C'est écrit déjà, c'est ça le sujet. C'est un peu comme dans une psychanalyse, vous savez, l'inconscient, c'est pas des choses qu'on ne sait pas, c'est des choses qu'on n'a pas mis au centre de l'explication de ce qui nous est arrivé à chacun d'entre nous. On a des trucs qu'on a mis à l'écart, on les connaît en fait ces choses-là, mais c'est pas les trucs qu'on a organisés comme fondamentaux pour expliquer qui on est, vous voyez, notre propre histoire. Ça va être, c'est mon prochain livre. J'ai décidé d'écrire là-dessus. J'ai pas encore la réponse, sinon je vous la donnerai, et j'écrirai pas un livre. Mais là, j'ai décidé de faire un livre là-dessus. Pourquoi on perd? Oui, j'avais trouvé un autre truc. En 1948, la France déclare l'esclavage crime contre l'humanité et le punit de la déchéance de nationalité. Quand Madame Taubira a fait la loi reconnaissant l'esclavage, tout le monde a oublié qu'on l'avait déjà déclaré. Pourquoi on a perdu la mémoire? C'est une mémoire historique, c'est pas la mémoire d'un individu, c'est un fait historique qui n'a pas été répété. Les générations l'ont oublié. Les générations d'historiens, on ne peut pas se souvenir de tout. Mais, en tout cas, on pourrait espérer, quand on fait une loi sur machin, on pourrait retrouver dans les archives, vous voyez, on pourrait avoir des spécialistes de ça, de nous rappeler qu'on a déjà voté ça ou ça, voilà. Ben non. Ça renvoie à la question de comment on écrit l'histoire. C'est le débat histoire et mémoire. Et comment les historiens eux-mêmes se laissent prendre par des trucs d'actualité, par des facilités, je dirais aussi, par des simplifications. Et non, mais c'est mon prochain livre. Je vais prendre plusieurs exemples et je vais essayer de trouver une explication. D'autres questions, d'autres remarques? Sinon, on se retrouve sur ceux qui sont intéressés par... Tout à fait. Voilà, mais, ça me laisse bon, bien, merci Patrick beaucoup. Weil d'avoir été avec nous. Donc j'invite à lire et à faire lire, donc, comme l'on dit, Le président est-il devenu fou? Donc aux éditions Grasset. Je rappelle que vous pourrez retrouver cette conversation sur les podcasts d'Ombre Blanche dans quelque temps. Donc elle sera réécoutable ad vitam aeternam, si je puis dire. Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche enregistrée mardi 31 mai 2022 avec le politologue Patrick Weil autour de l'ouvrage « Le président est-il devenu fou ? Le diplomate, le psychanalyste et le chef d'État », édition Grasset, réalisée et mise en onde par Radio Radio.